Et petit à petit, voilà, on a commencé à tester ça. Et puis on a dit maintenant tiens, on va tester. Change de série tous les 3 lots. Si on change de série, tous les 2 lots. Et si on change de série, tous les lots. Et on n'a pas testé tous les lots. Les mecs, ils nous ont dit OK, stop avant. Mais bon, tous les 3 lots, ça nous paraît jouable. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Huvelin et bienvenue dans le Déclic du Lean. Ce podcast s'adresse à tous ceux et celles qui travaillent dans une usine. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Lean. Inventée par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Ici, on va partir à la rencontre des usines françaises qui pratiquent le Lean. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, mais que vous avez beaucoup d'appréhension, ici on vous partage les cas concrets d'application du Lean dans l'industrie. Des réalités terrain vécues par des hommes et des femmes qui ont tous le même objectif, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du Déclic du Lean. Aujourd'hui, je suis avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Arnaud. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce que tu travailles pour une petite marque et une petite enseigne, tout petit groupe industriel qui commence par B et qui finit par Hoche. Et je suis content qu'on ait dans cet épisode des gens aussi qui travaillent dans des très très grandes usines comme les tiennes, comme la tienne que j'ai pu visiter, pour qu'on voit un peu aussi l'envers du décor chez les grands. Alors là, du coup, je m'emballe un peu là, mais tu m'as dit que tu avais écouté les épisodes, donc tu connais ma première question normalement. Comment ça va vraiment, Olivier ? Alors moi ça va bien. Il fait beau, un peu frisquet, mais j'aime bien. le temps de la montagne qui rafraîchit bien. Voilà. Olivier, je sais que tu fais du Lean depuis longtemps, mais je sais pas depuis quand exactement t'es tombé dedans. Quand est-ce que t'es tombé dans la marmite ? Alors, on va dire que je suis tombé dans la marmite, ça doit faire maintenant, je pense, 20 ans. Ok. Quand effectivement, on est venu nous voir en nous disant, mais vous avez 40 ans de retard sur Toyota. Donc c'était déjà il y a 20 ans. En 2002, on avait déjà 40 ans de retard sur Toyota. En France, c'était C'était en France. Alors c'était vrai aussi pour l'Allemagne, puisque on fait partie d'un groupe allemand. Ouais. Mais donc au niveau du groupe, il y a eu une prise de conscience à ce moment-là que il se passait des choses. Alors mieux vaut tard que jamais. Depuis quelque temps au Japon, et que ce serait pertinent d'aller regarder comment ils s'y prenaient pour augmenter leur performance. Parce qu'à cette époque-là, Bosch était déjà un équipementier de Toyota ou pas encore ? Alors oui, même si historiquement beaucoup fait de choses en interne ou avec des filiales, mais il y avait déjà des usines Bosch au Japon qui avaient l'occasion de côtoyer les gens et les méthodes de Toyota. Ok, donc en fait c'est comme ça que ça a commencé pour vous. En fait, c'est grâce à ce grand groupe qui a des usines un peu partout dans le monde. Les usines au Japon découvrent le Lean, forcément. T'es juste à côté t'es là où ça a été créé, quoi. Et tout à fait. Et du coup c'est au début du coup c'est des gens de l'usine des usines japonaises qui viennent vous en parler. C'est des consultants. Comment ça a démarré cette histoire ? Alors nous, l'histoire chez Bosch, je la connais pas complètement, mais bon, ça s'est passé effectivement avec des Japonais qui sont venus chez nous, parfois pour donner des coups de pied au cul aussi. Ça j'aime bien ça. Mais sur le site de Rodez, en fait, ça s'est passé avec des consultants. Ok. Cabinet de consultants. En fait, on avait été aussi un petit peu mis au pied du mur pour des questions de compétitivité de nos productions. Et donc la direction à ce moment-là a décidé de faire appel à un cabinet de consultants qui, quand il est arrivé, a dit ok, nous on prend la mission, mais il nous faut des relais locaux sur votre site pour
pour travailler avec nous. Et bon, comme je passais par là, j'ai fait partie de ces relais locaux. Je trouve ça intéressant que je vais faire plein de parallèles parce que du coup les gens qui nous écoutent sont peut-être pas forcément dans des aussi grosses boîtes que la tienne, et je trouve ça intéressant de regarder ce que les gros y font, parce que il y a des bons exemples, il y a des bonnes pratiques à faire. Donc déjà tu dis on se met au lean, mais on commence par faire une chose simple, c'est qu'on va chercher des consultants, on va chercher des mecs qui ont l'expérience de ça. Parce qu'il y en a déjà, même en 2000, il y en a déjà. Alors en 2020, ça doit être encore plus vrai. Déjà, on va chercher des gens. Alors même que tu dis que c'est intéressant. Vous avez d'autres usines qui font du lean, mais bon, elles n'ont pas forcément le temps, et donc du coup, plutôt, vous allez chercher des mecs expérimentés. Et la deuxième, t'as dit un autre truc intéressant. T'as dit, il y a un peu la pression, et c'est normal. Hein, les réalités financières, on n'est pas dans le monde des bisounours. Rentabilité économique, performance. Donc, même si on le sait que c'est pas forcément un des très bons axes quand la direction arrive en mode il faut faire du lean pour être plus rentable, mais c'est quand même une réalité économique, c'est-à-dire que on vous dit attention là, il y a danger. Si jamais les usines elles arrivent pas à se mettre au niveau par rapport aux autres, forcément ça va avoir des conséquences plus tard, quoi. Et voilà. Et ça, par contre, en plus, en termes de philosophie, je reconnais que moi, c'est un sujet sur lequel j'ai aussi beaucoup évolué par rapport au lean depuis ces 20 ans. C'est que au départ, avec le consultant, en fait, on a déployé des outils. Ouais. On a déployé des outils avant de déployer une vision et de se donner des objectifs. Et ça nous a fait perdre énormément de temps. Et là, je reconnais que maintenant, j'ai un peu changé mon approche aussi sur le sujet. Pour moi, c'est le pourquoi, le why, qui doit avant tout guider le déploiement du lean. Voilà, il y a une boîte à outils. Après, à un moment donné, par rapport à la situation donnée d'une entreprise, tous les outils sont pas forcément pertinents. C'est bien de les connaître, de savoir les appliquer, mais les appliquer pour les appliquer, dire je veux faire du lean parce que c'est bien de faire du lean, c'est très chronophage et ça va pas forcément améliorer les résultats opérationnels si on choisit pas les bons outils au bon moment. Quand tu dis au début une erreur qu'on a faite, c'est qu'on a juste implémenté des outils. Je vais faire un peu le candide. Est-ce que tu peux expliquer en fait pourquoi ça marche pas? Parce que je suis en train de lire là une BD qu'on m'a recommandée sur le lean, et le premier truc qu'ils disent c'est le lean c'est pas juste des outils. Mais du coup ça veut dire quoi, pas juste des outils? C'est quoi l'erreur en fait par rapport à ça? Parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent qui le font. L'erreur, en fait, c'est de pas savoir pourquoi on fait les choses, ou de se dire je vais faire les choses puis ça ira mieux, mais sans avoir compris le process quelque part. Quand tu dis on, c'est toi ou c'est les opérateurs terrain ou c'est la direction ou... Ça commence par la direction. Ça commence par la direction et puis j'allais dire les bras armés de la direction, hein, donc je me mets dedans. Okay. Je prends un exemple. Au départ, quand on a commencé, on a dit on va faire les premiers outils qu'on veut mettre en place, c'est du 5S et de la TPM. Alors attends, 5S. Donc c'est on détaille dans ce podcast. Voilà. On vulgarise. 5S c'est quoi et TPM c'est quoi? Donc le 5S, alors là tu me poses une colle parce que c'est des termes chinois, le japonais pardon, que je vais pas réussir à ressortir de tête comme ça. Mais bon, grosso modo, le principe du 5S, c'est on commence par créer des conditions environnementales favorables. En termes de chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Ok, chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. C'est pas mal comme philo ça. Donc et TPM c'est quoi? Ça. Et TPM donc là c'est Total Productive Maintenance. Et donc c'est la mise en place de démarches de maintenance plus orienté sur le préventif, voire but ultime sur le prédictif, que sur du curatif. On essaie de travailler sur les équipements de production pour qu'ils tombent pas en panne de manière imprévue. Donc 2 outils assez classiques du lean. Voilà.
Les Voilà. choses H5S, on va dire les choses bien rangées, et TPM, les machines qui tombent jamais en panne parce qu'on les maintient bien. Voilà. Et typiquement, si on prend l'outil TPM, on a dit tiens, on va faire des chantiers TPM partout, et en particulier sur les machines qui tombent souvent en panne. Sauf que la question qu'on s'est pas posée, c'est réellement c'est quoi les conséquences économiques de ces pannes. Les machines en fait sur lesquelles on a commencé à travailler, il s'est trouvé que c'était pas les machines goulot de notre production. Donc au final, ouais, certes, elles sont moins tombées en panne. Donc allez, ouais, il y a peut-être eu quelques petits gains sur les coûts de maintenance, mais encore, il y a des choses qu'on changeait en préventif au lieu d'attendre que ça tombe en panne. Mais bon, le résultat quand même concret, c'est qu'on n'a pas sorti une pièce de plus après avoir investi tout ce temps et tout cet argent dans la TPM. Et pour toi, c'est ça le problème de mettre en place des outils et pas une méthode? Voilà. C'est que si on avait commencé à se poser la question, c'est quel process aujourd'hui, c'est quelle machine qui nous empêche de sortir plus de pièces, et dire on va commencer par faire un chantier TPM sur celle-ci, on serait beaucoup plus rapidement arrivé à un gain en termes de valeur pour l'entreprise. Ça, c'est vrai que c'est. On pourrait se dire que dans un grand groupe comme Bosch, finalement, il y a tellement de choses qu'on peut aller améliorer des choses partout, mais finalement, ce qui est vrai pour une petite usine l'est vrai pour vous aussi, quoi. C'est-à-dire que la base, c'est quand tu démarres du lean, c'est d'aller faire du quick win, c'est d'aller montrer rapidement des gros résultats, en fait. C'est tout à fait ça. Ouais. Et du coup, comment ça s'est qu'est-ce que t'as vu comme donc t'as fait l'erreur classique de dire allez, on va optimiser quelque chose qui n'a pas besoin d'être ou c'est pas essentiel de l'optimiser tout de suite. Mm-hmm. Ça a été quoi les effets négatifs que t'as dû rattraper derrière sur les opérateurs et sur la direction? Alors, je dirais sur les opérateurs relativement peu, parce que globalement eux ils apprécient quand on vient s'occuper de leurs problèmes. Donc c'est pas de ce point de vue-là que ça a posé problème. Là où ça a posé problème, ça a été pour les chantiers suivants, quand on a commencé à dire faudrait monter une équipe pour travailler sur un nouveau sujet, ou alors quand je suis allé voir les responsables de prod pour leur suggérer des activités, ils disaient non, écoute, tes trucs, t'es bien gentil, mais à chaque fois, ça mobilise une armée, et puis au final... Pourquoi quoi? Ça sert à quoi? Voilà, au final, notre productivité, elle n'a pas augmenté pour autant. Ça, je trouve que c'est pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la bête noire de toute démarche lean. Enfin, pas la bête noire. Je dirais que si jamais t'entends quelqu'un, j'ai l'impression que si tu vois, quand tu démarres du lean, si jamais t'entends quelqu'un poser cette question, pourquoi on fait ça? Il faut tout arrêter parce que ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui comprend pas pourquoi t'es en train de faire ça, c'est que soit que t'es en train de faire un truc qui sert à rien, ou alors ça veut dire que les gens sont pas engagés. Et oui, voilà. Parce que du coup, un responsable de c'est fou qu'un responsable de production te dise là maintenant tu vois, avec du recul, on prend ça, on se dit mais si un responsable de production te dit non, ton truc franchement ça sert à rien, ça veut dire que soit il comprend pas, soit alors ça sert vraiment à rien. Et parce que lui, il a pas de temps à perdre, quoi. Il a une prod à faire et il faut que ça sorte, quoi. Ouais. Bon, là, c'est vrai que je prenais l'exemple de la TPM parce que nous, on a fait le choix de commencer par là. Donc là, je dirais le rapport coût-gain sur ce genre d'outils, il est encore relativement facile à imaginer. Mais c'est vrai que sur des outils où c'est un petit peu moins évident, comme mise en place de nivellement, d'un one piece flow ou des choses comme ça. Là, il faut que le gain il soit clair dès le départ, quoi, parce que c'est nettement moins intuitif, quoi. Et du coup, au final, c'est un apprentissage là. J'imagine qu'au début, t'arrivais avec un peu en mode bulldozer, on met les outils, on avance, sans forcément prendre le temps de trop parler aux gens. Et après, du coup, j'imagine que t'as fait plus l'inverse. Oui, voilà. Ouais. En fait, maintenant, ce qu'on essaie de faire déjà, c'est
de démarrer des chantiers beaucoup plus courts dans le temps, plus j'allais dire en mode task force. Donc en termes de périmètre aussi plus réduit, et on passe beaucoup de temps en amont avec le responsable du value stream pour définir cette vision. Et puis clairement poser c'est quoi les indicateurs actuels de résultats, c'est quoi les indicateurs d'amélioration, quel levier on veut utiliser et c'est quoi les données. Et c'est là que les boutons de clic ils apportent aussi toute leur valeur, parce que si on n'a pas les données de la situation de départ, c'est très compliqué derrière d'aller dire qu'est-ce qu'on a amélioré. Ah, ça à la base, j'étais vraiment pas là pour prêcher ma paroisse, mais je ne peux que valider ce que tu dis. Et c'est vrai que c'est aussi vrai. Ce qui est intéressant, si on reprend ton histoire, c'est que ce soit avec les boutons de clic ou avec autre chose d'ailleurs, la première étape dans le Lean, c'est quand même d'avoir une connaissance de son outil industriel, en fait. Enfin non, oui. D'avoir une connaissance des flux, du temps, des quantités, et en fait, j'ai l'impression que, je pense que c'est vrai chez vous aussi, avant qu'on commence à faire du Lean, on a l'impression de savoir. On se dit oui, mon usine, je la connais, je sais ce qui se passe. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que on se rend pas bien compte que cette machine-là, en fait, elle est en panne la moitié de la journée, que celle-là, elle fonctionne que un jour sur deux parce qu'en fait, il y a pas des commandes qui rentrent dedans, que là, il y a en fait, on voit, il y a un miroir qui se brise, j'ai l'impression. Ouais. Je sais pas si t'as l'image dans la tête aussi un truc qui d'un coup se casse, quoi, et on se rend compte de toutes les imperfections qu'il peut y avoir dans l'usine. Oui, puis c'est vrai que alors, j'ai été aussi responsable d'une unité de production, donc j'ai eu l'occasion d'avoir la vue terrain et puis la vue pilotage opérationnel. On a tendance à rester concentré sur des indicateurs macro, et derrière, on s'aperçoit que sur un indicateur macro, ce que j'appelle moi un indicateur macro, c'est quoi? C'est une productivité, c'est éventuellement un TRS, un taux de rendement synthétique. Une productivité machine. Avec ces indicateurs-là, on peut pas faire de travail d'amélioration. Ça sert juste à indiquer une performance, mais derrière, c'est pas une base qui permet de définir c'est quoi ma prochaine étape. Si voilà, j'ai un objectif, je veux augmenter ma productivité de 10%. Bon, ok, qu'est-ce que je fais, quoi? Si je suis capable d'aller déterminer tout ce qu'il y a dedans, quoi. Faut qu'on se le répète, celui-là. Avec le TRS, merci de le dire, parce que des fois, j'ai l'impression que ça devient un peu, tu sais, la chimère, quoi. Les gens, je calcule mon TRS, pourquoi? Pour calculer mon TRS, quoi. Et, je répète ta phrase, tu as dit le TRS, ça ne sert pas à faire de l'amélioration continue. Voilà. Non, s'il n'y a pas un sens derrière, si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, si on ne sait pas à quoi ça peut servir, ça sert strictement à rien. Je reprends mon idée de la machine goulot. Si on n'est pas sur une machine goulot, le TRS, quelque part, ça veut rien dire. Ça veut dire s'il y a réellement une vision derrière. Je veux travailler sur le TRS de cette machine parce que, je sais pas, je veux réduire le temps d'ouverture pour augmenter ma performance, ou je veux sortir plus de pièces avec la même machine. Mais il faut qu'il y ait une vision derrière, faut qu'il y ait un but. Ouais, faut que ça soit rattaché à un cas concret et à un objectif avec. Et puis il y a aussi ce côté où faut que les équipes elles y voient du sens. Et voilà. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, le why, en fait, c'est dire à un moment donné, je fais pas du lean pour moi, je le fais pour ceux qui produisent. Tout à fait. Et ça, en Europe, on a mis beaucoup de temps à le comprendre, parce que dès le départ, c'était dans la vision de Toyota. Et pendant moi, clairement, pendant 10 ans, on a fait du lean pour se faire plaisir, ou pour dire. Ah, c'est quoi ça, du lean pour se faire plaisir? Je mets en place des outils, et puis alors le summum du summum, c'est quand les services centraux pondent une grille de maturité avec un objectif de maturité,
Et si tu fais ça, t'es à tel niveau de maturité. Est-ce que ça sert à quelque chose? On s'en fout. Mais voilà. Ça, je dirais, c'est le summum de ce qu'il faut pas faire, de mon point de vue. Je trouve ça bien, je trouve ça dédramatisant parce que maintenant je sais à quel niveau vous en êtes sur le lean. J'ai visité votre usine et je vois la maturité qu'il y a, l'implication des opérateurs, ce que vous faites, ça. Aussi l'utilisation de déclic, mais ce n'est pas forcément qu'un seul indicateur du lean. Et je trouve que ça me fait du bien d'entendre ça pour ceux qui nous écoutent aussi, de se dire en fait des erreurs qu'on a l'impression de faire, où on a l'impression d'être nul parce que en fait on fait mal du lean. En fait on a le groupe qui nous impose des standards, on n'est pas les seuls et surtout c'est pas une fatalité quoi, c'est juste un apprentissage qui va dans les deux sens finalement. On a souvent l'impression que moi j'entends beaucoup des gens dire qu'il faut former les équipes terrain au lean. Et j'entends peu de gens, en tout cas, tu sais, au middle management comme toi, dire je vais d'abord former mes directeurs, mon groupe. Oui, parce que quand on a une blague en interne sur le sujet, parce que la démarche Lean, Toyota l'a appelé TPS, Toyota Production System. Donc chez nous, ça s'est transformé en BPS, Bosch Production System. Et moi, je dis souvent, avant d'être du BPS, c'est du BSP, du bon sens paysan. Ah, et le Lean, formé au Lean sur le terrain, ça fait beaucoup appel au bon sens. Après, certes, on arrive avec des méthodes, avec des outils pour théoriser un petit peu ou modéliser un petit peu tout ça, mais avant tout, c'est du bon sens. Sur tes 20 ans de Lean, ça a été quoi l'expérience la plus extraordinaire, c'est-à-dire vraiment en termes de Lean où il s'est passé quelque chose et tu t'es dit voilà, c'est trop bien quoi, genre que ça soit avec des opérateurs, la direction sur un chantier, sur même peut-être quelque chose de tout petit, le truc qui vraiment tu t'es dit ça c'était bien. Alors, en fait, c'était un chantier où on était parti. Alors, comment expliquer ça simplement? On était parti du constat qu'en fait, sur un des flux de production, on avait des problématiques, qu'on n'avait jamais les bonnes pièces qui arrivaient au bon moment sur notre process pacemaker, c'est-à-dire le process qui donne le rythme client. Okay. Donc on avait des difficultés à livrer la bonne pièce au bon moment au client. Donc des gens derrière en train de courir partout pour aller regarder où sont les pièces, essayer de les pousser, les faire avancer plus vite pour répondre aux clients de manière favorable. En fait, on s'est aperçu que on avait mis en place un nivellement, c'est-à-dire un planning de production régulier, mais avec des tailles de lot énormes, adaptées au process qu'on avait nivelé. Mais donc ça donnait comme résultat que tous les jours sur l'équipe du matin, on faisait que la même référence, et puis en fin d'équipe, les gars ils changeaient, ils passaient sur la deuxième référence, et puis ainsi de suite. Sauf que en amont de ce process-là, on avait des machines où en gros on était sur un schéma. On avait 10 machines qui alignaient qui alimentaient une ligne de montage. Et 10 machines qui, en termes de changement de série, n'étaient pas hyper flexibles. Fallait compter de bonnes heures par machine pour changer de série. Et donc ce système où la ligne de montage est tournée pendant toute une équipe complète sur une seule référence et puis le cloup est changé, les gens en amont, ça leur posait un problème énorme parce que il fallait qu'ils changent de série leurs 10 machines à la suite à 2 heures par machine, quoi. Donc on essayait de travailler en disant en moyenne on va essayer de garder tant de machines par jour.
Donc pendant que la ligne tournait, on vidait un stock intermédiaire et puis on essayait de le reconstituer quand la ligne avait changé de série. Et puis en fait, on a fait un chantier sur le sujet, comment essayer d'améliorer cette situation. Ouais. Et là, on a dit, le problème, c'est que notre taille de lot sur la ligne de montage, il est beaucoup trop haut. Il perturbe, c'est lui qui perturbe tout notre process. Donc, on va essayer de se rapprocher le plus possible du one piece flow. De faire des plus petits lots. Voilà, de faire des beaucoup plus petits lots. Les gars, sur la ligne de montage, on va les faire changer de série toutes les 20 minutes. Ok. Pour saucissonner un petit peu notre production et puis se mettre plus en raccord avec ce qu'étaient capables de faire les process amont. Putain, ambitieux ça pour dire à tous les mecs. Voilà. Tu dis à tous les mecs d'un coup, bon alors voilà, vous avez fait comme ça depuis toujours, là on va faire complètement autrement. Et puis bon, les gars sur les lignes de montage, ça leur demandait un effort quoi. Donc quand on s'est pointé là, qu'on a commencé à leur expliquer ça, on les a vus pâlir. Et puis on leur a dit l'objectif c'est ça, on va commencer toutes les 20 minutes et puis on va voir jusqu'où on peut descendre. Et là ils ont eu tellement la trouille qu'on leur demande de changer à chaque unité de conditionnement, qu'on leur demande de changer de série, que pour finir ils ont dit non mais attendez, ok, ce qu'on vous propose et c'est eux qui l'ont proposé, de dire on va changer tous les 3 unités de conditionnement. Ce qui correspondait à plus ou moins ces 20 minutes. Et au final, quand on y retourne 2 ans après, c'est toujours pareil. Et les mecs, ils sont super contents. Parce qu'ils disent, ouais, ok, on change plus souvent de série, mais au moins, on a les pièces qu'il faut, on n'a plus à se poser de questions. Alors qu'avant, ok, on changeait pas de série, mais à chaque fois qu'il fallait changer de série, on se grattait la tête pendant une demi-heure pour se dire putain, les pièces qui sont prévues, elles sont pas là. Qu'est-ce que je vais pouvoir monter à la place? Et puis j'ai la logistique qui vient me voir en me disant là il y a un changement de série qui était pas prévu, qu'il faut faire en urgence parce qu'on est en retard. Il y a plus tout ça. Ils sont plus réactifs, ils sont plus maîtres de ce qui se passe autour d'eux, quoi. Voilà. Donc au début, c'est vrai que quand on est allé voir les mecs en leur disant on leur a présenté un truc qui était pour eux une grosse contrainte. Avec le temps, ils se sont aperçus que non, c'était pas une contrainte. C'était un investissement pour gagner de la tranquillité derrière. Et là, c'était génial. Et comment ça s'est passé tu dis c'est eux qui ont choisi. Tu te souviens de cette réunion, de cet échange, genre quelles conditions tu mets en place? J'aime bien les cas pratiques, c'est les trucs concrets. Quelles conditions tu mets en place pour que ce soit les opérateurs qui te proposent une idée? Parce que alors là, en l'occurrence, on avait déterminé qu'on voulait travailler sur ce sujet-là. Comment on leur avait donné la vision. On veut livrer nos clients dans les temps. Donc tu l'avais partagé avec tous les opérateurs que là vous étiez en train de réfléchir à ce sujet-là et qu'ils étaient invités aussi à y participer. Voilà. Et donc on avait mis en place un groupe de travail. En fait, c'était dans le cadre aussi d'une action de formation qu'on avait fait. Donc c'est une formation un petit peu longue qui dure pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, on est sur le terrain avec une équipe de gens qui sont là en fait pour tester des choses. Okay. Donc pendant 3 semaines, on a bossé avec eux à tester des trucs, à essayer de repérer c'est quoi les bonnes pratiques de changement de série sur les lignes pour que ce soit le plus stable, le plus répétable possible en termes de durée et puis le plus court possible, tout en garantissant qu'il n'y ait pas de souci derrière d'un point de vue qualité. Petit à petit, voilà, on a commencé à tester ça et puis on a dit maintenant tiens, on va tester si on change de série tous les 3 lots, si on change de série tous les 2 lots.
Et si on change de série, tous les lots. Et bon, on n'a pas testé tous les lots. Les mecs, ils nous ont dit OK, stop avant. Mais bon, tous les 3 lots, ça nous paraît jouable. Donc en fait, comment on a fait mais c'est en allant sur le terrain. On leur a pas fait du PowerPoint. On leur montrait des jolies diapositives. Quoi. C'était ça ma question. On était sur le terrain avec eux. Et puis voilà. Ça me fait penser à l'histoire de Pauline Laudrin qu'on a reçue sur ce podcast. Elle va te plaire aussi, je pense. Pareil sur conditionnement de sacs. Donc ils remplissent des sacs avec une poudre. Je crois que c'est du complément alimentaire. Bref. Et ils remplissent des sacs. Et l'opérateur, historiquement, il se fait un batch, tu vois, de 20 sacs. Ensuite, il arrête, il étiquette les 20 sacs. Une fois qu'ils sont fermés, il les étiquette. Et après, il continue. Et lui, il est persuadé, il fait toujours fait comme ça, que c'est ça qui va plus vite. Et qui est le plus pratique. Et elle arrive, et donc du coup, elle est en alternance, en amélioration continue. Et donc, on lui demande de regarder ce qui se passe, tu vois, de mesurer, première étape, et de voir un peu ce qui peut être amélioré. Et elle propose au cas, elle lui dit, écoute, qu'est-ce que tu dis, est-ce que ça te dirait d'essayer d'étiqueter à chaque fois que tu fais un sac, et pas par lot. Et le mec lui dit, ouais, non, mais j'y ai pensé, mais c'est plus long. Elle lui dit, mais t'es sûr et tout, tu l'as mesuré? Il dit, non, je peux pas mesurer, mais je suis sûr c'est plus long, ça sert à rien, il vaut mieux faire comme je fais. Et il lui dit, bah écoute, est-ce qu'on peut tester et mesurer? Et il dit, ok, bah, on teste et on mesure et tu verras. Et chrono en main, elle mesure les 2 temps et il y a vraiment un écart. Je sais plus combien, tu vois, mais vraiment c'est plus rapide de faire 1 par 1 que 20 par 20, je crois que c'était. Ouais, et ben tu vois, le mec il était persuadé. Et du coup, vu qu'il avait pas les temps, parce que tu sais, c'est toujours l'impression, le temps il est relatif. On voit pas comment il se passe. Mais quand tu mesures, c'est des chiffres, c'est factuel, que ce soit des quantités produites ou du temps passé, c'est hyper factuel. Et du coup, il voyait bien qu'en fait, bah ouais, c'était plus rapide, beaucoup plus rapide. Et du coup, il a changé grâce à elle, parce elle l'a aidé à ouvrir les yeux en mesurant et en regardant ce qui passait sur le terrain. Un peu que toi, comme t'as fait, t'as donné l'opportunité du coup à tes opérateurs. Tu leur dis, voilà, il faut qu'on trouve une solution et soyez maître de ça, mais on va mesurer pour voir du coup ce qui est vraiment un impact ou pas, quoi. Et voilà. Et ce qui vous fait gagner du temps, en plus, c'est ça qui est fou à chaque fois, c'est que la méthode souvent la plus rapide pour produire, c'est celle qui est la moins fatigante physiquement et qui est la plus agréable à faire. Je trouve, c'est fou à chaque fois. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai effectivement pas de contre-exemple sur le sujet. T'as l'impression que en fait, le lean, c'est la recherche de la fainéantise. En fait, plus t'es feignant, moins tu fais d'efforts, plus le travail il est facile, plus tu produis, quoi. C'est assez dingue. Souvent, on se complique la vie. Ouais, et c'est vrai que ça me fait penser. J'ai eu l'occasion une fois d'aller sur un autre site du groupe en République tchèque qui avait des lignes d'assemblage aussi beaucoup moins automatisées que les nôtres, donc avec beaucoup plus de travail opérateur. Ouais. Et donc toujours avec l'objectif d'essayer d'optimiser l'organisation du travail dans ces lignes. Et avec un collègue avec qui j'étais, on en était arrivé au constat que quand la ligne tournait vraiment bien, que les opérateurs étaient vraiment synchronisés nickel à l'intérieur, on aurait dit qu'ils étaient en train de danser au milieu de la ligne. Et il y avait quelque chose d'esthétique, de beau à les regarder travailler. Je suis d'accord. Et ça, pour moi, c'est la vraie vision du lean, c'est que quand c'est lean, c'est beau. Ah yes, bon. Je l'aime bien celle-là. Quand c'est lean, c'est beau. On commence, le temps passe vite. On commence à arriver à la fin. Il va me rester 3 questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu as un coup de gueule pour l'industrie en France? Alors, l'industrie en France,
Moi, ce qui m'énerve, c'est quand j'entends encore des gens qui disent que produire en France de manière compétitive, c'est pas faisable. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là? J'ai envie de leur dire que produire en voulant faire en mettant un tas de bonhommes devant un tas de machines, effectivement, ça peut pas donner un bon résultat et il faut pas s'en plaindre. Après, c'est un vrai métier, l'industrie, qui est, de mon point de vue, un métier noble, qui est beaucoup trop dévalorisé vis-à-vis notamment du système scolaire. C'est clair. Et derrière, si produire en France à des coûts compétitifs, c'est faisable. Si le produit il est bien pensé au niveau de son design, si l'industrialisation elle est bien faite, et si derrière en production on est bien organisé. Ça fait du bien. Moi, c'est un coup de gueule que j'adore. C'était une des raisons pour laquelle je me bats moi aussi. Tous les jours, j'en vois de plus en plus des produits en France. Et je pense qu'il y a, pour moi, la problématique des gens qui râlent en disant ouais, mais produire en France, ça coûte trop cher. Pour moi, le problème, c'est que, en fait, en vrai, c'est plus vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que on a des outils, on a des usines, on a des filières qui ont la capacité de produire à quasiment des coûts équivalents qu'on peut retrouver en Asie ou ailleurs. Et mais en fait, c'est une perception de l'esprit, c'est une vue de l'esprit, je pense. Tu vois, et puis c'est un manque d'information c'est une parole qu'il faut prêcher. Moi, je pense que cette parole, il faut la prêcher que par des exemples. Tu vois. Il faut faut démontrer, il faut remontrer que faut que dans les étals des magasins, quand on passe des commandes, il y ait de plus en plus made in France et qu'on voit que ça coûte le même prix, quoi. Ouais. Et que c'est possible. Ouais. Moi, je vois, pour nous, sur notre site, au fin fond d'Aveyron, voilà, on arrive à produire un produit qui est des bougies de préchauffage, qui est un produit qu'on trouve en supermarché, hein, donc qui est pas un truc sorti de je sais où, uniquement pour l'industrie du spatial. À des prix qui sont compétitifs, alors que à côté on a des gens qui vont produire en Inde, dans les pays de l'Est, voire en Chine, et il n'y a pas de fatalité à ça. On a des exemples au quotidien du fait qui montrent bien que on peut produire en France et en Europe à des coûts compétitifs, quoi. Quelqu'un qui nous écoute, homme ou femme, et qui veut démarrer le lean dans son usine, tu lui conseilles de faire quoi? Déjà, je lui conseille de se bloquer une paire d'heures dans sa journée. Une paire d'heures, t'as dit? Voilà, une paire d'heures pour commencer. Au moins 2 heures, ok. 2 heures. Et se mettre à la sortie de sa ligne de production, là où les produits... À la fin. Ok. Et regarder ce qui se passe. Sans rien dire? Sans rien dire. Sans papier, sans stylo, juste observer. Voilà, juste observer. et confronter ce qu'il voit avec qu'est-ce qu'il aimerait que ce soit. Ah, ok. Et ça, déjà, le jeu des 7 erreurs, quoi. Voilà. Et ça, déjà, c'est un bon début, parce qu'on voit plein de choses. Parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on s'imaginait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est le début derrière pour arriver à se poser les bonnes questions et à construire une vision par quoi commencer. La difficulté, c'est souvent ça. Quand on démarre dans le lean, c'est ok, mais je commence par quoi? Et toi, tu dis plutôt que de faire un game by walk, mets-toi directement à la fin de la ligne de production et regarde ce qui sort. Ouais. Pas mal. Voilà. J'aime bien ce conseil très pratique, tu vois, genre je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui vont le faire. Si vous le faites, s'il vous plaît, dites-nous-le dans les commentaires. J'ai trop envie de savoir si j'ai des gens qui appliquent ces conseils. On arrive à la fin, il me reste une dernière question, Olivier.
Vu que je t'ai bombardé de questions pendant près de 45 minutes, je t'autorise du coup le droit de m'en poser une. Est-ce que tu as une question pour moi? Alors, ouais, j'aurais une question pour toi. Dans ta vision, c'est quoi la taille minimale d'une entreprise pour commencer à travailler sur du Lean? En vrai, dans la BD que je suis en train de lire, ça s'appelle l'usine du futur. Ça parle d'un petit village dans la montagne qui est en train de se dépeupler et qui décide de faire revenir les citadins, comme ils appellent, ou les urbains, je crois qu'ils appellent les urbains. Les urbaniens, ils appellent. Et du coup, ils décident de créer une station de ski et donc du coup de fabriquer des luges. Et donc du coup, ils parlent du Lean à travers ça. Et dans cette BD, ce petit artisan qui est tout seul dans son atelier et qui doit fabriquer beaucoup de luges, du coup, il est tout seul. Et en fait, même tout seul, il fait du Lean. Et du coup, pour répondre à ta question, à partir de 1 jusqu'à des centaines de milliers, je pense, même si à mon avis, ça se pratique pas pareil, plus on grossit. Je pense que c'est comme toute méthode, c'est beaucoup plus simple quand on est tout seul, parce qu'on est seul dans sa tête, on est seul à se parler à soi-même, donc l'information circule bien dans sa tête généralement, et il y a personne qui est au courant de rien puisqu'on est tout seul, donc on sait tout et on est au courant de tout. Je pense qu'à partir du moment où on est 2, et dès qu'on est plus de 1 en fait, il y a un gros problème que moi je vois. Qui je pense est la raison numéro 1 pour laquelle le Lean se passe mal dans les usines, c'est la communication et je vais le dire de manière beaucoup plus concrète, c'est s'assurer que tout le monde ait l'information, que tout le monde, que les personnes soient au courant de ce qui se passe, autant sur côté direction que sur côté opérateur, que sur côté manager. Et en fait, ce travail-là de communication, pour moi, c'est ça la clé de la réussite du projet Lean. Il faut l'exagérer, et il faut surcommuniquer parce que en fait, on est nul en communication. Vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable, mais moi y compris. Je pense tout le monde. On n'est pas bon, on sait pas partager avec nos pairs, P-A-I-R-E, et du coup. À chaque fois, c'est ah mais j'étais pas au courant. Oui, mais je te l'avais dit. Ah mais je l'avais pas compris. Oui, mais dans ce cas-là, c'est ma faute aussi parce que j'aurais dû m'assurer que tu avais compris le message. Et oui. Donc à partir de 1, et si vous êtes plus de 1, attention, la communication, ça va être le bordel. Enfin, en tout cas, c'est le point dur pour moi. Merci beaucoup Olivier pour ce temps. C'est toujours trop court, mais c'est bien. Au moins, ça peut-être que ça suscitera plein de questions. N'hésitez pas à poser vos questions et à partager cet épisode. N'hésitez pas à poser des questions à Olivier si vous le souhaitez sur le post LinkedIn. Si vous connaissez quelqu'un qu'il faut absolument que j'interviewe dans ce podcast Le Déclic du Lean, n'hésitez pas à le taguer ou à nous l'envoyer par message privé. Et je vous remercie encore pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup également, c'était un plaisir. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Déclic du Lean. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, n'hésitez surtout pas, il va y avoir ses coordonnées en description et vous pouvez le ou la contacter directement sur LinkedIn. Si vous souhaitez participer à un épisode du podcast du Déclic du Lean, je vous invite à me contacter soit sur LinkedIn ou à m'écrire directement par email arnaud@declic.fr, DECLIQE. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nos boutons et sur ce qu'on fait dans les usines, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet declic.fr ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le Lean dans les usines.